Bonjour à toutes et tous. J'avoue que je suis un tout petit peu impressionné quand même, mais bon, on va faire avec. J'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là d'un amphi comme ça, à la différence d'Henri, je pense, mais on va on va en parler tranquillement. Donc je suis désolé, je vais avoir un petit peu mon téléphone avec moi pour suivre un petit peu mes notes, pour faire en sorte que cette discussion, cette conversation soit la plus enrichissante possible pour tous. Je vais déjà présenter mes deux invités. Stéphanie de Chalvron. Tu es directrice scientifique de Humans Matter et chercheur associé au laboratoire Paragraphe qui est rattaché à Paris 8 et à Cergy Paris Université. Tu as une grande expérience de ce qu'on appelle la psychologie de la santé, et donc notamment l'étude de ce qu'on appelle des facteurs d'observance ou des facteurs de soins dans des contextes sociaux. Et tu travailles, j'ai la chance de travailler avec toi, sur le fait de transférer, on va dire, ces modèles et ces méthodes dans les mondes de l'entreprise, de la formation et de l'éducation. Est-ce que, avant que je présente Henri, tu peux nous en dire un tout petit peu plus, mais en 1 à 2 minutes? Voilà, c'est le premier défi de la matinée. Voilà, 1 à 2 minutes pour juste nous en dire un tout petit peu plus sur ce que ça veut dire de transférer la psychologie de la santé au monde de l'entreprise. Déjà, bonjour. La psychologie de la santé, c'est assez récent en France, à peu près une trentaine d'années. Ça a été introduit par Marie-Lou Bruch-Schweitzer à Bordeaux. Et en Europe, c'est Stan Maes, plutôt aux Pays-Bas, qui a introduit ça. Donc c'est quand même un champ, un axe de recherche en psychologie assez récent, qui est un croisement de la psychologie sociale, de la psychologie clinique, de la psychologie cognitive, qui regroupe beaucoup de choses et beaucoup de maths aussi derrière. Et qui s'intéresse bien entendu à la sociologie également. Donc moi je travaille sur effectivement ce champ-là. D'abord au niveau psychologique pur et dur, c'est-à-dire principalement en cancéro, et puis petit à petit, effectivement, avec Alexandre, comment est-ce qu'on peut adapter ces modèles-là à l'entreprise avec ce qu'on peut appeler aussi des injonctions paradoxales, c'est-à-dire être observant d'un côté et créatif de l'autre. Ça devient un peu compliqué, comment on fait. Donc voilà, je travaille là-dessus et essayer d'appliquer tous ces modèles à différentes problématiques en entreprise. Parfait, merci. Henri Bergeron, un grand spécialiste de la sociologie des organisations, directeur de recherche au CNRS, local de l'État puisque rattaché au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris, et titulaire de la chaire de transformation des organisations et du travail. J'ai tout dit là, normalement. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Bon, bonne journée. Est-ce que tu peux nous présenter, pareil, en 1 à 2 minutes, ce que sont les travaux de cette chaire et les liens que tu as avec les entreprises au travers de cette chaire? Bonjour, je suis ravi d'être ici. Alors, cette chaire, elle est, j'ai envie de dire, une étape et le prolongement d'une réflexion qui est menée à Sciences Po depuis au moins une cinquantaine d'années sur les questions d'organisation, de management et de RH. Donc je suis un maillon dans cette longue histoire, certainement pas donc le premier et certainement pas le dernier. Donc cette chaire, on est très fiers de l'avoir créée parce que c'est vrai que c'était... Michel Crozier avait déjà des idées autour de quelque chose qui pourrait y ressembler il y a assez longtemps. Elle est née j'ai envie de dire, deux points essentiels. Le premier point, c'est que on a fait un ouvrage là-dessus dans le cadre du Centre de sociologie des organisations, c'est qu'on vit, je pourrais l'étayer, dans une société qui est saturée d'organisation. Voilà, c'est l'un des marqueurs de la modernité, hein. Beaucoup de gens signent la modernité par la naissance de l'État-nation, par la séparation de l'Église et de l'État, par le début de l'État-providence, la démocratie, la naissance du capitalisme. L'un des signes aussi de la modernité, pour beaucoup d'observateurs, c'est le fait qu'on vit dans une société saturée d'organisations, surorganisée. Et d'ailleurs, quand on a des problèmes à faire coopérer ces organisations, très souvent, le réflexe, c'est d'en créer encore plus. Donc cette chaire, elle est née du constat que
pour affronter les grandes transitions digitales, écologiques, etc., qu'on a à venir. On ne doit pas simplement transformer les comportements individuels, on ne doit pas simplement rétablir un rapport de pouvoir qui a été longtemps défavorable entre l'État et le marché. Grosso modo, l'État, pour préserver l'emploi, a accepté de ne pas passer des lois trop abrasives pour que le marché transforme son offre, fasse des voitures plus écologiques, vende des pneus qui aussi respectent une chaîne de valeur favorable à l'environnement, mais également qu'il fallait transformer ce tissu visqueux d'organisations interdépendantes. Et ces grandes phrases très générales se sont manifestées très concrètement à Sciences Po parce qu'on est venu, alors je dis on parce qu'on est un collectif évidemment, on est venu nous voir des cabinets de conseil, beaucoup d'entreprises privées, beaucoup d'administrations qui, grosso modo, avaient des projets de transformation. Et puis la transformation, c'est une injonction contemporaine. Hein, je veux dire, maintenant, on ne peut pas ne pas se transformer, c'est une évidence, avec tous les effets pervers que ça provoque. Et grosso modo, sont venus nous voir pour nous demander de l'aide au début, pour poser un diagnostic, mais le plus souvent quand ils établissaient le constat que se transformer en entreprise à mission, c'était pas si évident que ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui résistaient, ou que transformer a priori des transformations digitales un peu simples, ou en tout cas de l'extérieur qu'on aurait pu considérer comme simple, provoquait énormément de conflits. Voilà, donc elle est née de ça, cette chaire, et elle travaille notamment sur ces questions de difficulté de la transformation avec les apports de la sociologie. J'étais long, hein, donc ça te donne une idée. Oui, c'était long. Mais ça donne une idée à tout le monde de ce que va être mon défi pendant une petite heure. Et t'es mal barré. Et je sais que je suis mal barré, mais j'ai choisi. Non, on va essayer quand même c'était un petit peu pour donner le ton. On a eu 2-3 moments de préparation tous les trois. En fait, la grande question, c'est est-ce qu'on remet tout ce débat dans une perspective historique, est-ce qu'on le met dans une perspective conceptuelle, est-ce qu'on le met dans une perspective pluridisciplinaire, etc. On pourrait franchement y passer la journée. On va essayer de contenir ça autour de peut-être 3 questions relativement simples que j'ai préparées, mais je pense que vous allez pouvoir déployer un certain nombre de choses intéressantes à partir de ces questions. Essayer peut-être de se limiter, c'est bien, j'ai l'heure en face de moi, à 11 heures pour regarder quand même un petit temps de questions-réponses avec vous. En fait, donc, quand on a préparé cette table ronde, la question qu'on se pose, c'était pas nécessairement de faire l'inventaire des apports de ces sciences cognitives et sociales qui pouvaient être utiles aux entreprises, mais plutôt en fait pourquoi c'était si difficile d'avoir un dialogue constructif, fertile entre les sciences humaines et sociales et les sciences cognitives et sociales plus particulièrement et le monde de l'entreprise. Enfin, ça c'est, je le partage avec vous, moi c'est une obsession personnelle en fait, c'est-à-dire comment se fait-il que je ne viens pas de ce monde-là, je l'ai découvert il y a une petite dizaine d'années maintenant, et en fait comment se fait-il qu'il y ait autant de connaissances, d'outils, de méthodes qui permettent chaque jour de mieux comprendre comment fonctionne l'esprit humain, notamment dans un tissu social, et que en fait les organisations ne s'en saisissent pas. Enfin, moi c'est une question qui m'obsède, alors ça ne m'empêche pas de dormir parce que j'ai la chance de bien dormir, mais ça pourrait. Donc c'est ça la question qu'on se pose, hein. C'est pourquoi en fait aussi le monde de l'entreprise va peut-être préférer suivre des modes managériales, des gourous autoproclamés, plutôt que s'appuyer sur les données expérimentales qui viennent de la science. Pourquoi en fait, enfin, voilà. Donc bon, on va pas faire une dissertation là-dessus, je vais plutôt en appeler à vos vécus en fait, de scientifiques qui cherchent à apporter des choses au monde de l'entreprise. Donc je vous posais la première question à vous deux, hein, vous allez répondre à tour de rôle. C'est déjà quel est pour vous l'apport majeur dont vous souhaiteriez que les managers ou les dirigeants d'entreprise se saisissent, et qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne le font pas en fait? Donc quel est l'apport majeur dont vous souhaiteriez qu'ils se saisissent, et qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne le font pas? Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui qui vous fait dire qu'ils ne le font pas? Alors, pour répondre à ta question déjà en tant que chercheur, c'est vrai que le début en vie en entreprise est compliqué parce que le temps de la recherche et le temps de la vie en entreprise, c'est pas du tout le même, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles.
Si je prends un exemple, par exemple en psychométrie, créer un test, un questionnaire, c'est entre 3 ans pour la période exploratoire et 9 ans pour avoir un test qui vaut vraiment quelque chose, qui soit étalonné. Et quand on arrive en entreprise et qu'on voit des personnes qui créent un questionnaire comme ça entre la poire et le fromage sur un coin de table, inutile de vous dire que ça nous surprend. Ça, c'est un petit exemple. Et donc, c'est la difficulté aujourd'hui, pour moi, ça doit être dans les deux sens. C'est-à-dire que les scientifiques ont beaucoup de mal aussi à comprendre le temps de l'entreprise, à s'y adapter, ne comprennent pas cette histoire qu'on entend très souvent, qui peut être aussi un stéréotype, mais de pilotage à 3 mois. Enfin, pour nous, c'est juste ubuesque. C'est incompréhensible. Et surtout aussi la façon dont les modèles qu'on voit passer, parfois souvent 20 ans, 30 ans après, ça aussi c'est très surprenant, qui n'ont pas du tout été créés à la base pour du management ou pour autre chose, et qui se retrouvent adaptés, on ne sait pas trop comment. Je prends par exemple le modèle du changement de Prochaska, je pense que vous en avez tous entendu parler. Ce modèle-là, à l'origine, il est créé pour essayer de comprendre les problématiques d'addiction. Donc essayer d'aider les gens à sortir de leur addiction. Et quand on voit comment il est repris, et pas forcément toujours compris d'ailleurs non plus en management, c'est particulièrement surprenant. Après, on voit d'autres choses passer. Par exemple, là c'était quand même, et on le voit souvent, hein, je vais prendre le modèle de Nederman, que vous connaissez, cette histoire de cerveau droit, cerveau gauche, qui a fait, je pense, beaucoup dans les entreprises, qui n'est absolument pas validée sur le plan scientifique, ça n'existe pas. Donc c'est quand même surprenant. Le MBTI, je peux en sortir comme ça beaucoup, qui sont très largement utilisés dans les entreprises, sans doute parce que y a une histoire aussi de facilité de compréhension ou de prise en main, en tous les cas, à la fois des outils et des modèles, qui c'est séduisant. Ça ne demande pas forcément de lire ou de faire 2 ans de recherche pour comprendre les choses, et ça s'adapte à tout le monde. Et ça, c'est le mot-clé pour moi, et je l'ai encore entendu cette semaine, c'est ça doit s'adapter à tout le monde. Ben, je suis désolée, mais oui, on peut adapter, effectivement, même si je vais, par exemple, rendre compte d'un fonctionnement individuel ou rendre compte d'un fonctionnement d'équipe, je vais m'adapter à cet individu et je vais m'adapter à cette équipe, mais je ne vais pas adapter la science. Je suis bien obligée de lui dire les choses telles qu'elles sont. Et là, ce qu'on nous demande, vraiment, clairement, c'est non, vous adaptez quand même, ça va être très compliqué, ils vont pas lire 10 pages, il faut mettre ça en 3 lignes. Excusez-moi, mais on peut pas mettre ça en 3 lignes. Donc c'est vraiment, pour moi, la problématique du temps, déjà, vraiment très compliquée entre la science et la vie en entreprise. La problématique de l'effort. Ça, je pense aussi, lire un livre, manifestement, ça doit être quelque chose de très compliqué. Voire même maintenant, regarder une vidéo, c'est-à-dire qu'il faut faire des formats ultra courts. Enfin, ça devient... Voilà, disons qu'il y a la multiplicité de l'information fait qu'on en veut énormément, mais qu'on la surconsomme et en petits modules, mais qu'on ne veut pas rentrer dans le fond des choses. Donc, on va prendre un petit modèle, il est bien séduisant, celui-là, il me plaît bien, hop, je le colle là-dessus, et voilà. Et il suffit qu'il y ait des consultants qui soient passés par là, qui insistent, et on se retrouve avec des choses très, très étranges en entreprise. Bon, ça, c'est mon avis. Alors, bon, comme tu as dit beaucoup de choses, même si tu es parti de la psychologie, enfin, un point un peu général d'abord, c'est que les sciences sociales, sociologie, anthropologie, histoire et sciences politiques, elles obligent à faire un pas de côté par rapport à la façon qu'on a de regarder les déterminants des comportements des individus. On est dans une société assez individualiste, où grosso modo, on est ce qu'on est par son histoire, par la trajectoire, par les choix qu'on fait. On a là aussi une injonction à être soi-même. Et en fait, les sciences sociales, elles attirent l'attention sur ce que doivent les comportements individuels au collectif. Et ça a même été, j'ai envie de dire, l'acte de naissance de la sociologie. C'est Durkheim qui l'a fait. Et son premier objet d'étude, ça n'a pas du tout été choisi au hasard.
Les disciplines dominantes à l'époque, c'était bien sûr le droit, la philosophie, mais aussi la psychologie. Et il a choisi comme objet d'étude le suicide. C'est-à-dire, par définition, un comportement individuel. Ah ben, il s'est suicidé parce qu'il a connu ça, sa trajectoire, etc. Et lui, il a dit non. Ce comportement qu'on considère comme parfaitement individuel et que la psychologie s'est approprié, eh bien, je vais montrer qu'il existe des déterminants collectifs. C'est exactement la même chose en sociologie des organisations. C'est-à-dire que beaucoup de nos analyses montrent que finalement, le comportement individuel ou le comportement de petits collectifs, il ne peut pas se comprendre simplement par la culture de ces collectifs, par la culture de ces individus, par leur trajectoire personnelle, parce qu'ils sont... C'est un ingénieur, c'est un énarque, c'est un polytechnicien, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la grande distribution. Non, c'est quelqu'un qui, au contraire, vient du luxe, c'est un artiste, ou je ne sais quoi encore. Que le comportement des individus s'explique notamment par la position qu'ils occupent dans un système de relations. Et il y a une des difficultés d'application, en plus du tempo dont tu parles, c'est justement de faire aux gens ce déplacement du regard en disant « Attends, cette personne, tu la détestes parce que tu crois qu'elle est insupportable, eh bien non, c'est aussi parce que tu te trouves dans une relation qui a une structure, qui est défavorable au fait que vous coopériez ensemble. Et ça, c'est un déplacement très difficile à entendre. Ça, c'est mon premier point, pour essayer d'être complémentaire avec ce que tu dis. Et mon deuxième point, c'est que du coup, ça nous fait faire des recommandations dans les organisations pour le management, dans le privé comme dans le public, qui sont assez peu audibles. Parce qu'arriver dans une organisation, par exemple, où quelqu'un est considéré comme ayant des comportements délétères pour le fonctionnement de l'équipe, comme étant détesté par tout le monde, comme étant pas du tout sympathique, comme étant non professionnel, comme étant éventuellement harceleur, et arriver et dire aux gens, au management... La question, c'est pas tellement cette personne, ça sert à rien de la virer, c'est plus d'agir sur le système de relation dans lequel il est et il changera de comportement. Et bien ça, c'est quelque chose qui est difficile à entendre aussi. Et surtout, qui est difficile à vendre aux audiences et aux parties prenantes de l'organisation. On est PDG, on a identifié un service qui est insupportable pour tout le monde. C'est très difficile de revenir devant l'ensemble, les syndicats et les parties prenantes de l'organisation en leur disant bah, écoutez, c'est pas tellement une question des gens qui sont dans ce service, c'est plutôt une question systémique de la position qu'ils occupent à l'intérieur de ce système. Voilà, ça se vend pas. Voilà. Et très souvent, moi j'ai eu des interventions où j'ai eu des conseils, où on recommandait, on pointait vers des solutions de ce type. Et le PDG nous regardait droit dans les yeux en disant bah, « J'ai bien compris la logique, mais moi, je ne vais pas faire un cours de sociologie des organisations à mes 1000 salariés pour leur expliquer la rationalité de la solution que je propose. » Alors, merci. On est, je pense, là dans le vif du sujet. On voit qu'il y a cette notion de complexité, d'acceptation. Enfin, même, je rajouterais l'adjectif d'acceptation franche de la complexité. C'est-à-dire pas juste la regarder en se disant tiens c'est complexe donc ça nous fait marcher notre cerveau, mais vraiment d'accepter franchement de s'y confronter. Et du coup moi j'ai une deuxième question qui est plus personnelle en fait, c'est-à-dire que ma question c'est comment est-ce que vous deux vous vivez personnellement ce dialogue difficile. Et je complète ma question en disant les cas, parce que je suis sûr qu'il y en a, enfin pour Stéphanie je suis sûr, Henri on ne se connaît pas encore assez bien, mais les cas où il y a eu une influence positive, où vous avez réussi à venir provoquer des changements dans la façon dont certains dirigeants ou managers considèrent cette complexité, qu'est-ce qui a fait que selon vous, vous y êtes parvenu? Donc première question, hein, c'est comment est-ce que vous le vivez vous personnellement, dans votre corps, hein, dans votre... voilà. Et les fois où vous avez réussi à avoir une influence positive, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on parle de relations, je pense que tu vas nous parler de transactions à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Donc pour reprendre aussi même effectivement ce que tu disais tout à l'heure, les relations, la systémique, la psychologie de la santé émergé donc, dans les années 80 avec un principe important qui s'appelle la transactionnalité.
Donc ça, je vais y venir pour répondre à ta question. La transactionnalité, en fait, c'était Lazarus et Folkman qui se sont posé la question à l'époque du stress psychologique. On parlait beaucoup du stress physiologique, du stress biologique, notamment avec la borie, je suis figée, etc. Mais pas du stress psychologique, de la façon dont c'était perçu. Et eux se sont dit, l'important, c'est pas tellement la réalité, c'est la perception. C'est comment chaque individu perçoit son environnement, perçoit les choses qui lui arrivent, perçoit son contrôle sur les choses ou sur lui-même. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il peut ou non s'ajuster à son environnement. Et donc il reprenait aussi la problématique de Bandura, qui en est à la fois produit et producteur de son environnement, par cette histoire de transaction. Et une transaction qui est correcte, qui est, on va dire, mène à des issues plutôt favorables, c'est une transaction où l'individu va faire preuve d'énormément de flexibilité. C'est je vais passer d'une façon de m'adapter, de m'ajuster à la fois à moi-même, à mon environnement, à la situation qui est en train de se dérouler. Et c'est pas toujours simple. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que c'est aussi très dépendant, pareil, du temps. C'est-à-dire qu'une situation qui est courte, qui demande un ajustement pour, disons, la journée ou 2 jours ou 3 jours, c'est pas du tout la même chose qu'un ajustement sur 6 mois, 1 an. C'est compliqué. Pour reprendre aussi ce que j'ai entendu tout à l'heure, où on a parlé, j'ai beaucoup entendu parler de bien commun. Alors, moi, c'est une question que je me pose, c'est comment on définit le bien commun, sur quels critères, à court terme, à long terme. J'aimerais bien savoir ce que c'est que le bien commun, parce que personnellement, j'ai pas de définition. Donc, je suis ravie, par contre, que d'autres en aient. Et donc, ce qui fait que ça m'amène à te dire comment je perçois ces situations-là, parce que je viens d'en vivre une, effectivement, Alexandre le sait, personnellement pas simple. Sur le moment, on va dire que c'est pareil, on tombe des nues. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette situation? Et je pense qu'ici, il y a un autre concept qui s'appelle le SOC, qui est un concept qui a été développé par Antonovsky dans les années 80 également. C'est le concept de la salutogénèse, c'est-à-dire s'appuyer sur ses ressources et voir comment, c'est en santé aussi, voir comment je peux rester en bonne santé. Quelles sont mes ressources pour rester en bonne santé, plutôt que de voir, surtout à l'époque, tout ce qui n'allait pas. Faut pas fumer, faut pas ci, faut pas ça. Mais qu'est-ce que je peux faire dans le sens inverse? Et donc, ce SOC part de 3 piliers qui sont un événement où ce qui nous arrive doit être compréhensible pour l'individu, il doit être maîtrisable, et puis il doit avoir du sens. Donc, ce qui signifie que dans une situation lambda où il n'y a plus de sens, où il n'y a plus de compréhension des choses, où les informations qui vous parviennent sont multiples, pas toujours, un coup on vous dit blanc, un coup on vous dit noir, c'est quelque chose qui peut effectivement, s'il n'y a pas les ressources nécessaires et si on ne se pose pas pour y réfléchir à ces ressources-là, rendre complètement dingue. Mais vraiment. L'idée, c'est, donc dans cette histoire de transaction, c'est de refaire une transaction avec soi-même aussi et de voir tout ce qu'on peut percevoir. On peut percevoir 3 éléments principaux qui sont: quel est mon état de stress, quel est le soutien social dont je peux bénéficier et quel est le contrôle que je peux avoir et sur moi-même et sur les choses. Et quelles sont les ressources, justement, que j'ai pour arriver à gérer ça et à essayer de baisser ma tension progressivement. Ça ne se fait pas en un jour. Et puis après, donc, essayer de mieux comprendre l'événement, ses tenants, ses aboutissants, et de voir comment on peut s'y ajuster sans tomber. C'est là où il y a les injonctions paradoxales, c'est-à-dire rester soi, rester ce qu'on est, tout en s'ajustant et à la fois aux autres, à la fois à un système, et en essayant de bousculer un petit peu ce système. Parce que l'idée, c'est pas de l'accepter dans son intégralité, c'est de voir avec quelle créativité ou quelle impulsion je peux essayer de faire bouger les choses. Mais ça nécessite vraiment un retour sur soi très, très important, vraiment. Mon avis, alors, heureusement, il y a quand même beaucoup d'expériences satisfaisantes, et puis en plus, on n'est jamais dans une situation de go, no go, où c'est terrifiant, où c'est super. Il y a vraiment une graduation. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait créé cette chaire, c'est précisément parce qu'on est optimiste
sur la possibilité qu'il y ait ce dialogue qui s'établisse. Alors, j'étais il y a 2 jours, j'intervenais dans une conférence à la Cité des Sciences qui était organisée par la SNCF autour de les sciences comportementales, qu'est-ce que ça peut apporter à la fois pour gérer les foules dans les gares, pour gérer les flux, etc. Et puis en même temps, qu'est-ce que ça pouvait apporter au management. Et moi j'ai été invité un peu pour être le ronchon de service, parce qu'on a écrit un petit livre en 2018, critique sur les sciences comportementales et sur l'introduction des nudges. Voilà. Et en fait, dans toutes ces organisations, ils ont créé une nudge unit, et on était critique il y a 4-5 ans parce qu'on disait finalement c'est vraiment une façon de concevoir ce qui pousse les individus à agir qui est tellement réductrice que c'est vraiment dommage que ça se diffuse autant. Et il y a énormément d'organisations publiques et privées qui ont maintenant des nudge units. On sait qu'Obama en avait créé une, Cameron, Emmanuel Macron a créé la délégation interministérielle à la transformation de l'action publique, très inspirée des sciences cognitives et comportementales. Donc il y a vraiment un succès autour de ça. D'ailleurs, ça me permet de répondre un peu à la question, c'est que c'est très séduisant, parce que les nudges, c'est pas cher, ça embête personne, ça vient juste rajouter un surplus d'efficacité là où on bloque un peu, donc c'est très bien. Et donc j'étais parti pour faire cette critique, j'intervenais en dernier, et en fait j'ai entendu plein de gens venir parler des sciences comportementales et des nudges dans leurs organisations publiques et privées. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas juste des nudges tout simples. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion de nudge, mais c'est, si vous voulez pousser un comportement, il faut juste... En fait, c'est une réinvention du merchandising. Voilà. Il faut organiser l'architecture immédiate de choix des individus, plutôt que de chercher à les convaincre de faire quelque chose, par exemple, qui est bon pour leur santé, eh ben, on va mettre une chips rouge à l'intérieur d'un paquet de chips pour susciter tout d'un coup l'attention du mangeur compulsif de chips en disant « Ah oui, il faut peut-être que je m'arrête là ». Donc c'est comment on fait des toutes petites modifications qui amènent des comportements positifs. Et donc, j'entendais tous ces responsables de nudge unit du privé et du public dire comment ils s'en servaient pour essayer d'agir et d'améliorer la performance de leur organisation. Et en fait, je me rendais compte que derrière ce terme de nudge unit, ils avaient rajouté plein de choses qui viennent des sciences sociales, des sciences psychologiques plus traditionnelles. Et finalement, le nudge, l'économie comportementale, c'est l'économie qui devient dominante aujourd'hui. Dans les 10 derniers prix Nobel d'économie, vous en avez au moins 70% qui viennent de cette branche-là et qui s'opposent à l'économie néoclassique traditionnelle. Et en fait, donc je me suis rendu compte qu'il a fallu que je change ma critique en disant « Tiens, c'est formidable, parce que les nudges, qui sont une discipline facile à l'emploi, un peu plug and play, sexy, ils ont permis, au moins dans certaines organisations, l'entrée de ces savoirs de sciences sociales de manière beaucoup plus large que simplement réduite à l'économie comportementale. Et ça, c'est très positif. Dernier point. Tu me demandais comment je réagis quand on fait des interventions et que ça se passe mal. On est intervenu, on a fait une grosse étude pour une grosse boîte il y a 1 an où, pour le dire vite, le problème, c'était qu'il y avait vraiment un acteur très dominant dans cette société-là, qui générait, parce qu'il était trop autonome et qu'il fonctionnait en silo, plein de défauts, de qualité, de délais pour l'ensemble de l'organisation. Et l'ensemble de l'organisation souffrait de ça. C'est pourtant une société... qualité de vie au travail, elle était bien, ils payaient très bien leurs salariés, il y avait une vraie mission d'entreprise, parce que c'est une organisation qui s'est réorganisée. Donc vraiment, le problème, c'était, pour le faire rapidement, cet acteur très dominant. Et on a fait une grande session managériale d'une journée, dans une salle en haut, avec les 80 cadres supérieurs de cette organisation. Tout le monde... On s'approchait, alors nous on était pour faire accoucher de la difficulté, pour montrer, pour identifier clairement que tout le monde sache qu'une partie des difficultés vient du fait qu'il y a des acteurs qui fonctionnent en silo et que ce serait bien de cranter un tout petit peu plus de coopération avec les autres. Et on pensait qu'à un moment ça allait se dire, tous les groupes, on était organisés en groupe de... Et à un moment, le PDG s'est levé et a dit « Bon, c'était une journée formidable,
il faut qu'on améliore la communication entre nous tous. Je vais organiser avec la direction de la communication toute une série d'ateliers sur comment on peut co-construire les décisions. Il a complètement zappé le truc et tout le monde est resté. Et alors nous, on avait bossé 1 an là-dessus. C'était assez difficile avec eux et énormément de cadres supérieurs étaient extrêmement déçus. Et alors, c'est vraiment médiocre, mais il m'a posé une question personnelle. Comment moi je me sors de ce genre d'expérience? C'est qu'en fait, le refus du PDG d'affronter le problème, on a pu l'expliquer par le même cadre intellectuel dont on s'est servi pour analyser l'organisation. Donc, quelque part, son comportement venait juste confirmer nos conclusions. Alors, je suis d'accord, c'est un piètre résultat pour une étude qui a duré 1 an, mais au moins, nous, l'équipe d'intervenants, on est un peu sortis. Merci beaucoup. En fait, avant de passer à ce qui est ma dernière question, en fait, je voudrais justement peut-être vous réentendre sur ce point précis, c'est-à-dire sur ce point de systémique, individuel, collective, et de mécanisme quasiment fractal en fait entre ce que tu viens de dire, de ce que peut ressentir le dirigeant qui est à l'image de ce qui se passe dans le groupe social qui constitue l'entreprise qu'il essaye d'animer. Et voilà, et peut-être, qu'est-ce qu'on a, peut-être une première question à toi Stéphanie, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on a comme modèle pour réussir à penser ça et pour réussir à trouver des moyens d'action sur en fait, cette complexité relationnelle qui démarre déjà de la relation à soi, puis la relation à son environnement proche, puis la relation à un environnement un peu plus lointain. Qu'est-ce qu'on a en fait comme outil pour ça, au-delà des injonctions, au-delà des constats? Je pense qu'on en fait tous le constat, et voilà, moi je ne suis pas un grand spécialiste de la sociodynamique, mais il me semble que ça fait un peu partie de ses fondements aussi. Mais qu'est-ce qu'on a en fait comme modèle de compréhension et d'action sur ce point qui semble épineux entre comment effectivement un dirigeant change sa relation à soi, et en changeant sa relation à soi peut être en mesure de provoquer des changements autour de lui. Alors moi je vais aussi rebondir parce que en fait, on parle beaucoup de comportement. Effectivement, il y a les nudges. Les nudges fonctionnent bien sur la foule, c'est vrai, mais par contre, sur des petits groupes, beaucoup moins sur le long terme, parce que quand on parle de comportement, c'est très difficile de le dissocier du cognitif. Si on veut absolument, ou alors, enfin, on n'est pas dans Pavlov, hein. On n'est pas des chiens, ça marche pas comme ça l'être humain. Donc effectivement aussi accepter les problématiques de complexité. Dans un monde aussi où on essaye de favoriser en entreprise cette fameuse intelligence collective, peut-être venir avec des échantillons, parfois c'est pas mal. Excusez-moi, mais je vais être très sincère là-dessus, c'est-à-dire comment on fait. D'ailleurs, il y a une thèse en cours plusieurs même sur ce sujet-là. C'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Personnellement, j'ai aucune définition scientifiquement, il n'y en a pas non plus. Et donc, par définition, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? Et comment est-ce qu'on la met en œuvre? Tu me demandes des outils, c'est exactement pareil. J'ai pas de baguette magique, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas vraiment d'outils magiques qui vont permettre des groupes ou des institutions, une société même, de pouvoir fonctionner correctement ensemble sur cette base à la fois de l'intelligence, donc du cognitif, du raisonnement, de la capacité à apprendre et du comportement. Plus nos deux différences, j'en parlais tout à l'heure, ces problématiques d'injonctions contradictoires, qui peuvent mettre facilement les gens en dissonance cognitive. Je dois être à la fois observant. Si je prends un enfant, par exemple, à l'école, on va lui dire il faut quand même que tu écoutes ton maître ou ta maîtresse. Tu peux pas grimper sur les tables, c'est pas possible. Il faut être observant, écouter ce qu'on te dit. Et puis de l'autre côté, oui, mais tu dois être créatif, tu dois être imaginatif, tu dois t'adapter, tu dois être agentif. C'est compliqué. Et c'est d'ailleurs un des sujets aussi en santé, c'est comment faire en sorte, et ça on peut le détourner tout à fait à l'entreprise. Vous prenez quelqu'un qui est atteint d'un cancer, on va lui dire il va falloir faire ta chimiothérapie, il va falloir faire la radiothérapie, il va falloir suivre toutes les recommandations médicales où tu n'auras pas nécessairement tout le temps les bonnes informations. Voire les 3/4 du temps, tu as juste les dates et ça s'arrête là. Ce qui va se passer, tu vois l'oncologue une fois de temps en temps et voilà. Et on lui demande d'être observant.
On lui dit, il faut que tu suives ça. Mais pourquoi? Comment? Et l'individu, enfin, ce qu'on a pu remarquer, là, c'est aussi, ça relève du Locke de Reuter, c'est que les individus qui s'en sortent le mieux, c'est aussi ceux qui arrivent à mettre en place un lien entre ce qu'ils font et ce qui va leur arriver demain. Alors là, ici, je ne parle pas d'attribution causale. L'attribution causale, c'est je m'explique à moi-même ce qui s'est passé hier, et puis généralement, je me l'explique pour moi m'en sortir à peu près glorieuse. Mais là, c'est vraiment quel lien je fais entre ce que je mets en place et ce qui va m'arriver. Et en cancéro, on a remarqué qu'effectivement, les personnes qui arrivaient à développer des axes annexes, c'est-à-dire effectivement de la créativité ou des lobbies, des loisirs divers et variés, de la créativité pour penser à autre chose, alors ici les art-thérapies et compagnie, finalement ça ajuste beaucoup mieux à la maladie. Et ça avait été démontré par Reuter en 66, où lui se posait la question à l'époque, c'était le début des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales. Et il se demandait pourquoi ça marche super bien chez certaines personnes et pas du tout chez d'autres. Alors au départ, il y a eu plein de recherches là-dessus, on se disait c'est la pathologie, ça marche que sur la dépression, ça marche que sur ci, pas du tout. Ça ne marche que chez les individus qui font le lien entre je fais ça et je vais pouvoir changer ça. Ou je vais pouvoir, c'est pas me changer complètement, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que je suis pour arriver à en dégager le meilleur et m'adapter le mieux possible. Je sais que je ne vais pas me changer, la personnalité, à passer l'adolescence, elle ne bouge pas, donc je ne risque pas de me changer. Mais par contre, je peux essayer d'aller tirer le meilleur de moi pour essayer de voir comment je peux le transmettre aux autres et prendre des autres aussi. Et donc ce qui marche en santé, je pense que c'est un des outils majeurs de ce qui peut fonctionner en entreprise, c'est de comprendre effectivement de ce lien entre ce que je vais mettre en place et ce qui va m'arriver, ce que je mets en place qui va arriver à mon entreprise, à mon groupe, à ma société. Alors, la question, franchement, et je dis pas ça, la question est super complexe en peu de temps, mais alors, je vais peut-être, une des façons que je vais avoir d'y répondre, et c'est une réponse partielle, parce que à la fois, je peux pas tout dire maintenant, et en plus, je ne sais pas tout dire, mais c'est peut-être rappeler sur quel fondement s'est créée la chaire donc je vous l'ai dit, beaucoup d'organisations viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes de transformation, de résistance au changement, mais également de plus en plus, vous les connaissez tous, parce qu'il y a des problèmes d'attractivité, il y a des problèmes de gestion des talents, de rétention des talents, de plus en plus d'organisations fonctionnent avec des intérimaires, ont du mal à capitaliser, il y a du turnover, du burn-out, et puis il y a ces phénomènes de quiet quitting, avec beaucoup de gens dans la nouvelle génération, mais pas simplement, qui ont tendance à se replier sur l'ici et maintenant et à faire simplement ce que leur feuille de poste formellement les autorise à faire. Et ça dysfonctionne. Et en fait, on s'est rendu compte que quand vous regardez les manuels de management et les plans d'accompagnement de changement ou les plans de RH, grosso modo, il y a 4 types d'actions. On va agir sur les missions de l'organisation, redonner sens au travail. Je sais que notre ministre pense à l'idée de créer une marque employeur de l'État pour recruter des conducteurs de train, des gendarmes, des enseignants. Un deuxième type, c'est fonctionnel. On va chercher à enrichir les tâches. Il y a tout ce qui relève du matériel, qualité de vie au travail, rémunération, bien sûr. Donc il y a toute une série, mais en fait, les politiques, pour réengager les individus contemporaines, elles ne s'intéressent pas à un élément qui nous paraît absolument clé, qui est justement cette question de la coopération. On a fait pas mal d'interviews au moment de la crise du Covid, y compris avec des soignants, juste à la fin de la première phase, des anesthésistes réanimateurs, des réanimateurs médicaux, vraiment des gens qui avaient été en première ligne. Et on a eu ça aussi de pas mal de membres d'autres organisations, administrations centrales, mais aussi dans des boîtes privées. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit ça a été horrible, ça a été un carnage. Quand vous avez un réanimateur médical qui vous dit « moi je suis là pour intervenir quand il y a 3 organes qui sont défaillants, c'est mon quotidien, la possibilité qu'il y ait la mort, mais là vraiment c'était régulier ». Mais il y a un truc quand même aussi que je dois vous dire, ça a été une période de contentement professionnel absolument incroyable. Et notamment parce que j'ai trouvé des marges de coopération qui ont été énormes. Et c'est vrai que
politique de transformation et de performance s'intéresse assez peu à cette question de comment je rétablis les conditions de la coopération entre les membres de mon organisation. Quand on est dans une société surorganisée, la coopération, c'est essentiel. Aucun bien privé ou public, ou service privé ou public, n'est produit sans action collective dans l'organisation et entre organisations, et c'est négligé. Nous, on montre, et je vais m'arrêter là pour laisser un peu de place aux questions, mais on montre qu'il y a pas mal de mouvements convergents, contemporains, qui visent à miner les conditions de la coopération dans les organisations. Je vais juste en citer un. C'est tous les plans de performance qui sont mis en œuvre dans les entreprises, dans les organisations, toutes ces politiques de rationalisation, de lean management, etc. Je ne vais pas revenir sur ce qu'elles peuvent provoquer, mais nous, ce qu'on a constaté dans nos recherches, ou ce qu'on commence à constater dans nos recherches, c'est que alors, c'est assez drôle, déjà, j'ai un intervenant, Olivier Thiermarche, qui fait partie de la chaire, qui est un consultant, qui me disait encore il y a quelques jours, il me disait, tiens, on a nos premières missions, c'est pas dit comme ça, mais dans les grandes organisations, on nous demande de faire un mapping des plans de transformation. Donc, Horizon 2027, Environnement durable 2028, etc. Donc, déjà, ça donne une idée. Mais ce qu'on voit, c'est que ces politiques de rationalisation, elles ont notamment comme conséquence de réduire et de valoriser la notion de travail à l'activité productive. Je travaille quand je remplis un fichier Excel, quand je fais un geste technique de soin, et tout ce qui relève du relationnel, absolument nécessaire pour induire la coopération dans ces équipes. Tous ces micro-ajustements qu'en permanence font les managers. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup réclament qu'on revienne sur place plutôt qu'en télétravail. Alors après, ça dépend quel type d'équipe, on pourra revenir là-dessus. Mais tout ça, ce n'est plus considéré, et c'est même au contraire quelque chose qu'on a tendance à moins faire, parce que précisément, ces politiques de performance et de rationalisation nous poussent à nous recentrer sur nos activités considérées comme productives. Donc on est vraiment dans une crise des ciseaux aujourd'hui, pris entre une nécessité toujours plus grande de coopérer parce qu'il y a une complexification du tissu organisationnel dans et entre les organisations, et en même temps des politiques de performance qui contribuent notamment à réduire l'activité des gens à la seule production de ce qu'ils doivent faire. Et ça a des conséquences importantes sur le sens qu'on accorde au travail. Parce que beaucoup d'activités qu'on doit faire avec les autres et qui donnent sens à notre travail, on peut moins les faire. Et donc, ce n'est pas tellement une crise du sens au travail qu'on a, c'est plus une incapacité à réaliser les tâches seuls, mais aussi avec les autres, qui nous permettent d'avoir du sens au travail. Quand vous faites des interviews auprès de gendarmes, auprès d'enseignants, de collèges, de lycées, de soignants, d'infirmières d'EHPAD, elles ne vous disent pas j'ai plus envie de travailler, j'ai perdu le sens au travail. Elles disent j'en ai marre de remplir des documents administratifs, des Excel, de ne plus avoir de temps pour essayer de téléphoner au médecin généraliste du coin pour qu'il coopère enfin avec mon médecin référent. Donc c'est vraiment tout ce temps relationnel qui est en train de disparaître, et c'est vraiment une crise des ciseaux de ce point de vue-là. Voilà, donc il y a beaucoup à travailler de ce côté-là, et il y a plein de possibilités pour redonner ce temps relationnel. Merci d'avoir précisé que tu étais optimiste. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait suffisamment de temps pour des questions que vous auriez, et puis entendre bien sûr les réponses de Stéphanie et d'Henri. Vous inquiétez pas, j'en ai d'autres. Si jamais il en manque un petit peu, on ne s'ennuiera pas jusqu'à 11h15, je vous promets. Mais s'il y a des questions, oui. Alors, attends une petite seconde. Je crois qu'il y a un voilà. Est-ce que la recherche du bonheur joue un rôle dans les comportements individuels, et est-ce que le rôle du leader, pour fidéliser dans une guerre des talents, doit devenir la création d'un environnement susceptible de rendre les collaborateurs heureux? Vous avez 2 heures. Eh ben non, il n'y a pas 2 heures. Mais...
Alors, je peux me permettre, après tu me diras sur le plan social, mais c'est vrai qu'en psycho ça a été un grand, enfin, moment donné, on parlait de mode tout à l'heure, hein. J'étais assez révoltée à l'époque en disant bientôt on va nous vendre du bonheur en tube, hein. Donc c'est comme l'intelligence, quelqu'un peut me donner une définition du bonheur. Je pense que c'est des choses qui sont non seulement volatiles dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut évoluer sur sa propre définition du bonheur, très dépendante d'autrui, très dépendante de son environnement. Donc, créer du bonheur en entreprise, ça veut dire, ou en tous les cas un semblant, ça voudrait dire prendre en compte l'ensemble des individualités. Ce qui évidemment est juste pas possible. Et je reviens sur l'histoire du cognitif parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que créer de l'intelligence collective, très bien, ou du bonheur collectif. Moi, je suis partante, hein, c'est très très bien, mais je voudrais bien qu'on m'explique comment on fait. Parce que, est-ce que, justement, on doit se dire, tiens, je regroupe les gens qui ont cette idée-là du bonheur, ou ce niveau d'intelligence, ou est-ce que, justement, je permets des croisements en me disant, bah tiens, c'est parce qu'ils sont justement des dissensions, ou pas le même niveau intellectuel, parlons de QI, hein, sans faux semblant. Est-ce que c'est ça qui va créer de la richesse? Comment je fais aussi aujourd'hui en entreprise, parce qu'on parle tous de ça, c'est-à-dire je veux du bonheur, je veux de l'intelligence collective, je veux que tout le monde fonctionne ensemble, du relationnel, de la collaboration, mais par contre je veux aussi de l'inclusion. Oui. Alors, quand on parle, il y a certains handicaps, évidemment, ça pose pas de problème, mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas aussi simple que ça, et surtout vu tous les stéréotypes qu'il peut y avoir sur l'ensemble des pathologies qui relèvent justement du handicap au travail et d'une méconnaissance terrible en entreprise. Mais c'est effroyable. Le niveau de méconnaissance sur les pathos divers et variés, c'est stupéfiant. Donc ça pose vraiment cette question-là de comment je gère l'individualité au sein du groupe, au sein d'un service, au sein d'une société, voire effectivement d'un pays. Là, nous en psycho, on a un autre modèle qui est celui de Bronfenbrenner, qui a beaucoup travaillé, lui, sur ce qu'on appelle l'approche lifespan, c'est-à-dire comment l'individu se développe tout au long de sa vie, au sein de ces différents milieux, c'est-à-dire le microcosme, le bébé, sa famille, puis après la crèche, le jardin d'enfants, la maternelle, etc. Et les lois, et l'histoire aussi, avec un grand H, qui vont régir son existence et ses choix de vie. Parce que on revient aussi à une question philosophique de base, qu'est-ce qui est de l'ordre du déterminisme et qu'est-ce qui est de l'ordre du choix. Voilà, donc ça pose vraiment toutes ces questions-là. Et le bonheur en entreprise, il y a un champ de recherche, un axe de recherche sur, avec Spinoza évidemment, sur comment développer le bonheur. Mais personnellement, j'ai toujours pas de définition du bonheur. Alors, je ne vais pas parler pour tous les sociologues, mais en tout cas pour celui que je suis, le bonheur n'est pas une définition opérationnalisable en question de recherche. Donc je prends des proxys. Et c'est quoi les proxys pour moi? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, contentement au travail, engagement, un autre proxy, degré d'adhésion au projet de l'organisation, à sa culture, à ses missions. Donc des gens qui vous disent c'est super, la boîte dans laquelle je suis, elle remplit vraiment ses promesses, elle honore ses promesses, on est promu, on est machin, etc. Ça c'est le premier point. Donc pour moi, je préfère m'intéresser à ces proxys-là. Deuxième point, c'est que finalement, dans les organisations, on se rend compte que c'est très inégalement distribué. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des endroits où on a des degrés d'adhésion, un climat de confiance aussi, c'est un autre proxy. Quand on fait des baromètres sociaux, j'ai confiance dans mon supérieur, dans mes supérieurs, dans la stratégie, dans mes équipes latéralement, enfin dans mes équipes verticalement et avec mes collègues. C'est très inégalement, donc il y a des endroits où c'est très fort et d'autres endroits où ça ne va pas. Et très souvent, et là je reviens à mon dada, très souvent les endroits où ça ne va pas, c'est des endroits donc un peu en souffrance. Alors là, vous avez les signaux inverses, voilà, faible engagement, attitude critique par rapport aux missions et aux objectifs de l'organisation, résistance passive, congé, arrêt maladie, turnover, etc. Et en fait, très souvent, quand vous regardez quelle est l'origine de cette absence de satisfaction,
c'est justement une incapacité à coopérer. Donc ce sont des gens qui sont très dépendants du fonctionnement de l'organisation sans avoir la capacité, grosso modo, de négocier la coopération d'autrui. Donc des gens qui s'essoufflent à essayer d'obtenir l'aide de la finance, l'aide du marketing ou je sais quoi. Ce sont des gens qui sont souvent les voitures balais et qui doivent, en fait, entre guillemets, en dernier maillon de l'organisation, avant que le produit ou le service ne sorte, faire un travail de dingue. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent du turnover. On reste un certain temps, mais il y a un moment où on part. Et donc là encore, la mission de l'organisation, c'est est-ce que ce coût social à localiser dans mon organisation est acceptable? Et il y a pas mal de boîtes qui viennent avec des PDG qui nous disent bah ouais, il y a un fort turnover, il y a des gens qui quittent, mais c'est normal, il y a toujours des parties de l'organisation qui quittent. Moi, mon organisation, elle produit ce qu'il faut. Et puis il y a un moment où éventuellement ça devient un problème, et c'est là où il faut travailler sur comment on remet un peu plus au cœur de l'organisation ces gens qui étaient... parce que ça produit de la malfaçon, de la sous-qualité, du délai, quand tout d'un coup... Et ces gens-là, vous avez beau leur donner un jeudi après-midi pour travailler sur leur projet perso, vous avez beau leur faire un team building dans un château forme et du saut à l'élastique, vous avez beau leur donner, leur payer 3 heures de cours de leadership en capsule vidéo sur le site d'HEC, allez les voir, vous verrez, c'est très intéressant. Je peux me permettre, je suis à Sciences Po, il n'y a pas grand-chose que vous ferez avec ça pour les réengager, donc leur donner de la satisfaction au travail, donc peut-être ce que vous appelez du bonheur. Merci beaucoup. Oui. Merci. Oui. Une question sur les réseaux sociaux, etc., qui ont été beaucoup développés dans notre société, dans les organisations. Vous évoquiez le manque de coopération. Est-ce que ça veut dire que ces objets de réseau là, qu'on a développés dans différentes formes dans les entreprises n'ont pas aidé cette coopération? C'est le constat que vous faites? Alors c'est une très bonne question. Alors déjà, méthodologiquement, ces réseaux, vous pouvez les identifier de manière qualitative ou quantitative. Et maintenant, on a des méthodologies où on regarde, sans regarder le contenu. Alors aux États-Unis, ils ont des techniques où ils regardent aussi un peu le contenu des échanges et ils repèrent des nœuds de réseau, comme on repère des acteurs un peu centraux dans le fonctionnement des organisations. Ça, c'est une première partie de la réponse. Là, on est en train de terminer des grosses études sur le télétravail. Et en fait, les hypothèses qu'on a, c'est que dans les équipes où le middle management les équipes étaient très autonomes par rapport à leur chef, le télétravail et les réseaux a eu tendance à approfondir cette perte de contrôle. Au contraire, dans les équipes qui sont très interdépendantes et où les équipes ont vraiment besoin du manager, de ses infos, de son expertise, etc., le télétravail n'a pas du tout, et les réseaux sociaux n'ont pas du tout eu un impact négatif. Donc, j'ai envie de dire, l'effet des réseaux sociaux est très dépendant de la structure des relations qui existent. Donc, ça approfondit la coopération dans les équipes où il y avait déjà les conditions de la coopération, et ça les distend. Deuxième effet, je ne vais pas monopoliser la parole, qu'on commence à avoir, c'est que en fait, ça produit ce qu'on pourrait appeler une forme d'archipel du télétravail. C'est-à-dire que ça a eu tendance à renforcer les liens forts et tendance, au contraire, à affaiblir les liens faibles, ce qui fait que vous avez, si on veut se donner une représentation un peu imagée des résultats qu'on commence à former, qui est vraiment par analogie, parce que ce n'est pas exactement ça, c'est que vous avez des clusters d'acteurs assez coopératifs, d'accord, plein d'individus ou de petits collectifs isolés, et quelques brokers, comme on dit, c'est-à-dire des acteurs qui font le lien, souvent au prix d'une énergie et d'un épuisement énorme entre ces parties. Voilà. D'où aussi une demande qu'on entend partout, y compris du côté de la NDRH, etc., pour ramener un peu sur place ces équipes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous voyez que c'est plutôt un approfondisseur de tendance plutôt qu'un créateur de coopération.
Oui, moi je pense que de ce côté-là, toi tu mènes des études avec tes propres VD, donc ce qu'on recherche, c'est vraiment très dépendant. Les réseaux sociaux et sur les histoires de collaboration, c'est aussi très dépendant de ce qu'on cherche réellement. Donc, est-ce que si c'est pour dire, ça favorise la collaboration, ça favorise le bien-être, ça favorise la production, ça favorise ci ou ça favorise ça, ça va pas du tout avoir le même impact. Et en fonction aussi de quel groupe, qu'est-ce qu'on regarde à la base. Est-ce que je regarde les individus et la différence entre les individus, une variabilité à la fois intra et inter-individuelle, ou est-ce que je regarde le groupe, qu'est-ce que j'étudie. Donc évidemment, on va trouver, si on lit tout, de façon plutôt vulgarisée, on va dire, tiens, il y en a un qui dit ça et l'autre qui dit ça. Oui, mais en fait, on ne cherche pas la même chose et on ne regarde pas les mêmes groupes ou les mêmes personnes. Donc, il y a évidemment des individus ou des groupes, en tous les cas d'individus, chez qui ça n'aura pas du tout le même effet que chez d'autres, ça c'est sûr. Mais là, dans ton cadre, en sociaux, c'est plus... justement comment fonctionnent les groupes, les groupements, et nous en psycho on va voir aussi ces histoires de groupes, mais plus sur le versant est-ce que justement comment s'organise cette variabilité intra-individuelle dans la variabilité interne. C'est ça qu'on regarde plus. Dans les équipes dans lesquelles le manager a a peu de contrôle sur ses équipes et qu'il avait peu de contrôle au présentiel. Hein. Ça a juste approfondi ça. Il y a beaucoup de demandes, effectivement, pour l'installation de logiciels projets pour, j'ai envie de dire, un peu remplacer, pour faire du contrôle à distance, qui est bien... Et deuxième point qui va peut-être aussi un début, qui est une contribution à la réponse, c'est que, au contraire, dans les équipes qui sont très dépendantes de leur chef, il y a beaucoup de demandes justement pour des réseaux sociaux latéraux, justement pour un peu diminuer cette dépendance. Voilà, pour qu'ils puissent en chat réel échanger avec eux, parce que sinon, c'est le chef qui est le hub de la transmission de l'information, et l'information, c'est du pouvoir. Voilà, donc pour contrebalancer ça, donc le degré d'utilisation des chats transversaux, avant ça se faisait à la machine à café, avant ça se faisait en passant dans les... est lié à cette histoire de dépendance au chef. Voilà. Une question. Bonjour, Béatrice Perrault. J'ai monté un cycle dirigeant dans un monde VUCA en 2017 pour les éco-formations. J'ai une 60aine de dirigeants du public et du privé. Ce que je voudrais constater, c'est qu'effectivement, il y a un mélange dans les entreprises en ce qui concerne l'adhésion, l'engagement. Il y a un mélange entre, pour moi, le collectif, l'individuel, et vous êtes tous les deux hyper performants là-dessus, mais aussi en fait de l'organisationnel, et notamment de la culture de l'entreprise, qui rentre beaucoup en ligne de compte. Et pour moi, les entreprises, elles doivent marcher sur leurs deux jambes. La jambe de l'explicite, les tableaux de bord, les reporting, etc., et les jambes de l'implicite, le sens, la vision, je dirais les relations, la culture, les valeurs, de la manière dont elles sont incarnées ou pas incarnées. Et du coup, on devrait s'intéresser moins à la performance individuelle qu'à la performance collective, moins à la performance financière à court terme qu'à des KPI qui fonctionnent, qui montrent que l'entreprise est en train d'évoluer, et que finalement la performance financière, c'est le résultat de toute l'huile qu'on a mis dans les rouages de l'entreprise, à la fois des personnes individuellement et des personnes collectives. Et la performance la performance individuelle doit rester, mais elle doit être minimisée par rapport au réussir ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je précise, là, ces derniers mots chacun, en réponse à cette question. Voilà. À cette intervention plus que question. Je pense que vous avez parfaitement raison. Culture-valeur, c'est important, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Pour nous, c'est un faible régulateur du comportement des acteurs, de l'organisation. Quand je vous disais qu'il y a des endroits où on n'adhère pas du tout à la culture et d'autres endroits où on adhère, ça prouve bien que le principe de l'adhésion, c'est pas simplement la beauté de la valeur en question, mais qu'elle est très liée aussi à la façon dont l'organisation rétribue, et pas simplement financièrement, ses membres. Merci, parfait. Alors là, c'est tout pareil en psycho, là, pour le coup.
C'est un très très faible indicateur, effectivement, la culture d'entreprise, parce qu'elle va être interprétée de manière totalement différente ou introjectée aussi de façon différente. Après, ce que vous dites, et ça c'est juste, c'est comment est-ce que la réussite individuelle peut devenir une réussite groupale quelque part. Et là, je vais reprendre aussi les histoires de Locke. C'est le log, donc il y a deux grands types de log. Donc locus of control, c'est je considère que je suis responsable de mes actes, responsable de mes échecs et responsable de mes réussites. C'est un log qui est vraiment survalorisé dans nos sociétés. Et le second, c'est je vais considérer, soit de toute façon j'ai un karma, c'est écrit, ou alors c'est la chance ou la malchance, ou les copains, ou on m'a mis des bâtons dans les roues, enfin c'est jamais moi, quoi. Donc ce qu'on appelle un log interne et un log externe. Ici, c'est aussi, on parlait d'injonction, enfin je parlais d'injonction au départ un petit peu contradictoire. On va nous dire effectivement il faut être responsable, on est responsable, mais tu travailles en équipe, donc tu n'es pas complètement responsable de... C'est vraiment difficile à gérer pour certains individus, cette histoire à la fois de responsabilité, de partage des responsabilités et du partage aussi de création de valeur. Et c'est là où peut-être que dans l'éducation, là je reviens plus bas, et y compris sur les histoires de confiance, comment on fait pour chez les enfants et les ados, etc., pour leur dire on n'est pas des Robinson Crusoe, hein. Donc oui, tu es responsable, mais pas que. Les autres, ils existent, ils ont une influence sur ce que tu vas décider, comment tu vas le décider, ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre, même un sportif de très haut niveau. Il réussit pas tout seul, hein. Il réussit parce qu'il a eu une famille, il a réussi parce qu'il a eu un coach, il a réussi parce qu'on l'a supporté, parce qu'on l'a aidé. Enfin, c'est pas, voilà. Et donc déjà remettre ça en place dès l'enfance. Et la confiance, on parlait de relations de confiance. Quand même, c'est marrant parce que n'importe quel adulte va se dire un enfant pour évoluer correctement, il a besoin de confiance et il a besoin donc d'un truc qui s'appelle la stabilité. Et chez l'adulte, on va dire non, il faut du chaos, il faut du changement permanent, il faut qu'il s'adapte tout le temps. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à trouver aussi un juste milieu de ce côté-là. C'est comment on travaille effectivement et l'adaptabilité et le changement, tout en étant aussi dans un environnement qui soit sécurisant, où il n'y ait pas non plus des choses qui bougent tout le temps. Sinon, ça devient pas possible pour les gens. Ils font semblant. Ils disent qu'ils s'adaptent, mais ils ne s'adaptent pas. Et du coup, on arrive effectivement à des burn-out et autres petites réjouissances. C'était une session optimiste. On va se terminer là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci infiniment à tous les deux. Et merci à vous. Et voilà, bonne journée. Profitez bien de la journée. Merci.